Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition de la soirée. Tout de suite, les titres. Lancement ce lundi du master délocalisé de l'École nationale de l'administration publique de Québec à Conakry. C'est une initiative du ministère de la fonction publique. Elle vise à renforcer la capacité d'une trentaine d'agents de l'administration publique. Mohamed Damarou Kamara pour les détails en début du journal. Mise en circulation des nouveaux bus de transport sur l'axe Le Prince. Ce sont au total 25 bus qui vont désormais assurer la mobilité des citoyens déjà éprouvés par le manque criard de moyens de transport. Sur place, des citoyens interrogés se réjouissent de voir enfin ces bus à tarif réduit circuler. Reportage à suivre avec Abdourahmane Ba. Enfin, au Mali, l'opposition et les candidats alliés en Soumaïla Cissé exigent toujours la reconnaissance de la victoire de ce dernier et la libération des leaders arrêtés et emprisonnés. L'annonce a été faite à la faveur des meetings tenus ce week-end. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le master délocalisé de l'École nationale de l'administration publique de Québec a été lancé ce lundi à Conakry. Une trentaine d'agents de la fonction publique suit cette formation qui s'étendra sur 24 mois. En initiant cette formation, la Guinée, à travers le département de la fonction publique, entend gagner un pari, celui de la modernisation de l'administration publique guinéenne et surtout la qualification de ses cadres. Mohamed Damarou Kamara, Ibrahima Souri 5 Souma. Le master délocalisé de l'ENAP de Québec qui a été lancé ce lundi est une des mesures du programme de réforme de l'État et la modernisation de l'administration dans lequel l'État guinéen s'est engagé en 2010. Par cette formation, la Guinée veut résoudre l'épineuse question de la qualification des cadres de l'administration publique guinéenne et faire en sorte que celle-ci soit aussi un levier de développement à l'image des autres secteurs créateurs de richesses. Les enseignements prévus dans le cadre de cette formation de l'ENA visent à doter ces jeunes administrateurs des aptitudes et des capacités de leadership, de pilotage stratégique du développement, de planification, de management public et d'utilisation d'approches méthodologiques novatrices afin de mieux qualifier l'action publique dans son ensemble. La délocalisation du master de l'ENAP Québec, reconnu pour sa réputation, est une authentification de la performance. La formation, nulle raison de se poser la question, sera assurée par des experts canadiens. C'est un parcours, donc un parcours de 14 cours, 45 crédits. Certains des cours vont être en présentiel, c'est-à-dire qu'un professeur de l'ENAP du Québec va se déplacer ici dans les locaux de l'ENA à Conakry et pendant 2 semaines consécutives, il va dispenser un cours. Par ailleurs, d'autres cours vont être diffusés en ligne sur une plateforme d'apprentissage Athéna. Pour cette première promotion, ils sont 32 candidats, dont 10 filles sur les 296 qui avaient postulé. Cette formation est une étape décisive dans leur carrière d'agent de l'État, reconnaissent-ils. J'attends des outils qui nous permettront de mettre en place, de encore plus qualifier l'administration guinéenne. Je suis très fier d'être parmi eux et je compte travailler très dur avec les autres lauréats pour que réellement nous puissions servir notre sœur la Guinée. Ces futurs énarques sélectionnés après un processus rigoureux sont appelés avant tout à relever le défi de la bonne gouvernance. La formation durera 24 mois. Les travailleurs du port autonome de Conakry dispersés ce lundi à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre alors qu'ils étaient regroupés dans l'enceinte de la direction générale pour dénoncer la concession du port aux Turcs. Le syndicat parle d'une violation des droits des travailleurs. Ils promettent d'aller jusqu'au bout pour éviter que ce patrimoine portuaire ne soit bradé par le régime en place. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Les travailleurs, empêchés d'accéder par les forces de sécurité ce matin à la direction générale du port autonome de Conakry. Dispersés par des gaz lacrymogènes, certains ont eu la vie sauve grâce à l'aide de quelques amis. Ils réclament l'annulation pure et simple du contrat turc qui pour eux n'est pas favorable pour le pays.
Je ne sais même pas où on va dans ce pays-là. Quelque chose qui est bien pour toi, quelque chose qui est bon pour toi, on te bat pour ça. Est-ce qu'on peut battre quelqu'un à cause du bien? Parce que le contrat n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour le pays. Très tôt ce matin, ils se sont donné rendez-vous à la direction nationale pour faire le condensé de l'entretien avec le médiateur de la République. Ils n'arrivent toujours pas à accepter les clauses du contrat qui concèdent le port à Al-Bayrak. Nous, on n'est pas contre la privatisation du port. On n'est pas contre, on n'est pas contre. Mais où allons-nous les travailleurs? Où allons-nous les travailleurs? Une fois là, j'ai posé la question à la dame, à la première, à la directrice. Je lui ai dit maintenant, d'accord. Vous avez dit que vous n'allez pas renvoyer les travailleurs. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec les travailleurs? Hein? Donc, si vous nous laissez de faire le contrat de port est déjà fini peut-être. Maintenant, le nouveau contrat, nous allons signer le contrat avec les Turcs. Tu ne connais pas le Turc. Au moment où nous sommes en train de faire ce compte rendu-là, c'est ainsi à notre entendement, on a vu qu'on a été gazé complètement par les forces de l'ordre. Ils sont rentrés dans les bureaux, ils ont fait sortir les travailleurs, ils ont arrêté d'autres, tout en gazant les bureaux. C'est finalement à la Bourse du Travail que les travailleurs du port se sont retrouvés pour faire le point de leur visite chez le médiateur. La récente sortie du PM à la RTG Coloma par rapport à une éventuelle augmentation de salaire des enseignants n'impressionne pas le SLEG. Pour l'heure, ses représentants participent activement aux négociations sur l'installation des nouveaux mouvements syndicaux de l'éducation. Là non plus, le bureau exécutif ne veut pas accorder une importance. Mamadou Sadio Badé, Arseni Kamara. Le bureau exécutif du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée va répondre au Premier ministre au moment opportun. C'est pourquoi il attend avec impatience le résultat des négociations pour réagir. En réunion du bureau exécutif, nous nous sommes dit que la sortie médiatique du Premier ministre, c'est logique puisqu'il est dans son rôle de politicien. Et quant à nous syndicalistes, nous sommes autour de la table des négociations. Nous avons avancé des préalables auxquels la partie gouvernementale a demandé un temps moratoire afin de pouvoir les évacuer. Si ces syndicats n'obtiennent pas gain de cause, la base prendra la décision qui s'impose. Au cas où la partie syndicale n'obtenait pas satisfaction, quitte à la partie syndicale de convoquer une assemblée générale et de rendre compte de l'issue finale ici de ces négociations, et c'est à la base de décider de ce qu'il adviendra. Un nouveau mouvement syndical vient d'être créé à Kindia. Le SLEG soupçonne le pouvoir d'être son géniteur. Au peuple de Guinée de travailler sa matière grise pour comprendre que derrière la naissance de ce syndicat se trouve le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et des cadres du RPG. Mohamed Bangoura détient la liste de tous les membres du bureau du syndicat national de l'éducation, même le montant débloqué pour financer le mouvement. Immatriculé RC 3053 AI. On en vient à cet élément annoncé dans les titres. Jusqu'ici, visible sur l'autoroute Fidel Castro, les nouveaux bus de transport circulent depuis ce matin sur l'axe Le Prince. Au total, ce sont 25 bus qui vont désormais assurer la mobilité des citoyens sur cette route. Pour cette matinée, le trafic n'est pas très influent. Malgré tout, les citoyens trouvent déjà une réjouissance de voir enfin la circulation de ces bus à tarif réduit. Reportage à Abdourahmane Ba, Ibrahima Souri Kamara. L'arrêt de bus de Koza. Cet endroit est exclusivement réservé aux transports urbains. Les bus venus pallier à la hausse du tarif de transport. L'attente prend du temps, mais les clients trouvent satisfaction. C'est la joie pour nous. C'était très rare même de voir des bus par là. Moi, c'est ma première fois de voir ça. Les bus qui circulent avec Prince. Et ça, c'est un atout déjà pour la population qui vit par là. À Conakry, il est difficile de trouver un taxi. Pour ce citoyen, ces bus ont des avantages dont le confort et le coût abordable comparé aux taxis. Avec les taxis, on paye 6 000 francs de Koza en ville.
Et maintenant avec les urban bus, ça on ne paye que 3 000 francs. Et donc il y a une différence qui existe entre les deux prix. Cet autre par contre ne trouve pas le prix réduit au niveau voulu. Les prix sont chers. Normalement, les bus et les minibus ne doivent pas avoir les mêmes tarifs. Malgré ces observations faites par les usagers, cette femme au guichet magnifie un premier jour réussi. La clientèle est là, les gens sont motivés, les gens sont contents, les clients sont très contents. Parce que depuis que Urban Transport est venu, c'était sur l'autoroute. C'était sur l'autoroute. Aujourd'hui, c'est venu sur route Prince, les gens sont contents pour ça. À Kolomo 1, dans la commune de Ratoma, c'est un calvaire que vivent au quotidien les usagers. La route est impraticable depuis quelque temps. Entre désespoir et tristesse, des voix s'élèvent pour interpeller l'État à s'intéresser à un endroit mis aux oubliettes. Djibril-Ba, Ibrahima Awal Kamara. Cette route est le moyen pour de nombreux conducteurs de regagner Madina en évitant les embouteillages de l'autre côté sur le Prince. Ils se laissent partager entre l'amertume et la résignation, car ce tronçon est complètement oublié par l'État. Qu'ils nous aident vraiment. On a souffert. On constate souvent des pannes ici. Il faut que l'État nous aide. La route est mauvaise. À ce stade, l'on se demande que sert le fonds d'entretien routier. Ici, des trous béants, des flaques d'eau visibles un peu partout. Voilà tout ce qui met mal à l'aise les détenteurs d'engins roulants. Les suspensions des véhicules se gâtent. Nous demandons à l'État de veiller à sa population. À nous les citoyens aussi de respecter les lois de la République. Les riverains aussi sont mécontents de l'état de cette route et sollicitent l'intervention immédiate du fonds d'entretien routier. Nous, depuis longtemps, on a constaté ça, on a même amené le caillou ici. On a mis, ça n'a pas abouti. Les piétons ne peuvent pas passer, les motards viennent derrière, en sonnant pi, c'est fatigant. Des fois même les gens tombent ici avec sur les motos. Les autos aussi se calent ici. Et les enfants sont obligés de venir pousser les voitures. La route de Koloma 1 est ce lieu, comme beaucoup d'autres en Guinée, fortement dégradé. L'absence de l'État est du coup décriée par les populations. Les jeunes activistes guinéennes rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs activités. C'est le cas du club des jeunes filles leaders de Guinée qui œuvrent dans la protection des droits de la fille. Sous-estimées, intimidées et peu soutenues, elles subissent tout. Malgré cette triste réalité, elles ont des résultats à leur actif et ne comptent pas se limiter là. Abdoulaye Sadio Diallo, Lamine Silla nous signe ce reportage. Ce sont elles les jeunes filles leaders de Guinée. Âgées entre 10 et 25 ans, elles luttent pour la cause de leurs sœurs depuis février 2016. Dans leurs activités, elles s'attaquent à l'excision, aux violences basées sur le genre, mais aussi au mariage précoce dont elles ont déjoué plus de 10 cas depuis le début de cette année. Ce qui est beaucoup plus marquant, c'est que les gens commencent à dénoncer les faits. Parce qu'il fut un temps où tout le monde avait peur, personne ne voulait dénoncer parce que on se disait, le fait de dénoncer ces faits, ça nous amenait, je ne sais pas, une humiliation. Et où le slogan a changé, on dit maintenant la honte doit changer de camp. Être à la fois fille, enfant et activiste n'est pas chose facile. De difficultés se guident à rencontre de toutes les couleurs. Mais dans leur vocabulaire, le mot peur ne figure pas. Qu'est-ce que nous voulons dire à nos parents? On vient à peine de naître, donc on n'a rien à dire à nos parents qu'ils ne savent pas. C'est un problème majeur pour nous, mais on essaie à notre manière de les faire comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes des enfants ou nous sommes des filles qu'on n'a pas notre mot à dire. Sur le terrain, les risques encourus par ces filles sont énormes. Même la semaine dernière, elles ont failli être battues alors qu'elles s'informaient sur un mariage précoce à Ratoma. Malgré tout, ces filles sont plus que déterminées. Il y a assez de risques qu'on court. Et même à visage démasqué et autres, on vous voit sur le terrain, sur la route, n'importe où, on vous dit « Ah oui, c'est toi, vous annulez les mariages. » Ah oui, vous courez tellement de risques. Mais enfin, après tu te dis, ça en vaut la peine parce que tout ce qu'on fait bien, c'est qu'il faudrait bien qu'il y ait des gens qui, on va dire, qui essaient de vous faire du mal ou qui essaient de ruiner un peu ce que vous faites. Malgré la lutte titanesque que mènent ces activistes,
peu de soutien leur est apporté. En 2 ans d'existence, elles n'ont pas encore de bureau et tiennent leurs réunions dans les locaux de la société civile. Direction l'intérieur du pays, près de 500 jeunes de la région de Kankan sont formés et accompagnés par la Maison de l'Emploi et des Compétences, pilotée par la GIP, Agence guinéenne de la promotion de l'emploi. Ce centre est devenu un véritable moteur pour l'employabilité des jeunes de la région de Kankan. Bien au-delà, toutes les couches, femmes comme adultes, bénéficient des précieux conseils de cette institution. Alseni Bari et Kerno Sadouba sont allés à la découverte de ce centre. Suivez leur reportage. Kankan, Maison de l'Emploi et des Compétences. Bâti depuis le 8 février 2017, ce centre a pour rôle la valorisation, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il dispose d'un espace de formation, d'entrepreneuriat, l'accueil et l'employabilité. L'engouement, chaque jour les jeunes viennent s'inscrire. Chaque jour qui passe. Nous les formons ici en technique de recherche d'emploi, en entrepreneuriat. À date, près de 500 jeunes de Nabaya sont inscrits et sont en train d'être formés. Plus de 300 d'entre eux bénéficient d'un accompagnement de l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi. Nous accompagnons tous les demandeurs d'emploi. Pas d'ailleurs que des jeunes, parce qu'au-delà de la jeunesse, il y a aussi d'autres qui cherchent du travail qui ne sont pas des jeunes. Quel que soit ton statut, si tu es dans le besoin de l'emploi, diplômé ou pas, parce que même les non-diplômés sont accompagnés à travers des projets comme par RSE financés par l'Union européenne. Et donc on a toujours des politiques d'accompagnement pour l'ensemble des demandeurs d'emploi et à l'ensemble des postes et fonctions. Des projets pour booster l'employabilité des jeunes de la région de Kankan n'en manquent pas. Comme le projet Booster des compétences pour l'employabilité des jeunes dans sa composante de l'éducation à l'emploi I2I qui concerne tout le pays à travers nos partenaires de la Banque mondiale. Au-delà de ce projet, d'autres projets ou d'autres activités seront implémentés à travers cette structure et la communication avec le centre et donc le siège de Conakry c'est fait parce que tout ce qui est fait ici est à l'image de Conakry ou à l'image du projet. Comme celui-ci, plusieurs autres existent à Conakry et dans d'autres régions de l'intérieur du pays. Sport dans ce 22h. Suite à la victoire du Sili national de Guinée face aux Fauves de Bas-Ubangui de la Centrafrique, comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, des acteurs du football guinéen ont analysé la prestation de l'équipe nationale avant de donner leur impression sur les chances qu'a la Guinée de pouvoir maintenir son statut de leader dans son groupe. Suivez plutôt ce reportage signé Alpha Omar Baldé et Mamadou Aliouba. Ce dimanche 9 septembre 2018, la Guinée recevait la Centrafrique dans un match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Une rencontre qui était attendue par des dizaines de milliers de supporters du Sili national qui ont répondu massivement à l'appel et qui ont assuré un spectacle ahurissant dans les tribunes et un peu partout autour du stade. Une ambiance qui n'est pas étrangère aux anciens du Sili national. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ce qu'on avait avant nous quand on gagnait, parce que nous, on avait une génération qui gagnait beaucoup à domicile. Et franchement, je me suis revu 10 ans en arrière en train de courir, de sauter. Et donc, voilà. Mais ça fait plaisir vraiment de ressentir ça, que la population soit bien contente de voir des scènes de joie à la fin du stade jusqu'à l'hôtel. Les gens étaient là, bon, c'était dans la bonne ambiance. Et franchement, ça fait plaisir. Mais ce lundi matin, la fête est finie. Un calme plat règne dans le vieux stade et les héros du soir se reposent encore à leur hôtel. C'est donc l'heure du bilan de la rencontre. On a pris 3 points, donc c'est ça qu'on était venu chercher. On l'a fait. Bon, on aurait pu améliorer un petit peu la manière au niveau de l'efficacité devant le but, mais il faut se contenter de ça, parce que quand on voit les autres résultats, les autres équipes, soi-disant grandes nations de l'Afrique, elles ont beaucoup souffert aussi, donc nous on peut se contenter de ça. C'est clair qu'il y a des choses à améliorer, il y a des garçons qui ont fait leur premier match en Guinée, c'était pas facile. Mais il faudrait vite reprendre ses esprits. C'est une bataille qui est remportée, pas la guerre.
Non, ça ne suffit pas. Vous savez, quand vous jouez un mini-championnat à 4 qui se joue en aller et tout, il faut forcément avoir 12 points pour se mettre à l'abri de tout calcul. Donc la Guinée quand même a pris une très bonne option parce que hier c'était la rencontre des 2 premiers, mais il faut encore gagner 2 autres matchs pour quand même se mettre à l'abri. La Guinée quand même qui a battu la Côte d'Ivoire ne mérite pas de ne pas jouer la CAN en 2019. Dans moins d'un mois, Paul Put et ses hommes auront une nouvelle opportunité de faire vibrer les cœurs à domicile face à une formation du Rwanda en quête d'une première victoire dans cette campagne. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. Au Mali, les partis politiques de l'opposition et les candidats alliés à Soumaïla Cissé ont organisé ce week-end un meeting pour exiger une nouvelle fois la reconnaissance de la victoire de leur candidat Soumaïla Cissé et la libération des camarades politiques. Les militants de l'opposition donnent un ultimatum au pouvoir de libérer Paul Ismaël Boro, Moussa Kembiri et Ibrahima Diarra avant le samedi prochain. Passé ce délai, elle prendra ses responsabilités selon les jeunes de l'opposition. Reportage de notre correspondant à Bamako, Brahima Soboga. Cette nouvelle sortie de l'opposition s'inscrit en droite ligne des luttes antérieures. Il s'agit de la revendication de la victoire de leur candidat Soumaïla Cissé. Selon la jeunesse de l'opposition, la mobilisation se poursuivra jusqu'à la reconnaissance de Soumaïla Cissé comme président de la République. Nous avons fait plusieurs sorties. Aujourd'hui, c'est encore une sortie pour dire que nous sommes dans la place. C'est pour dire que nous sommes encore là, déterminés, engagés et mobilisés pour la manifestation de la vérité des urnes. Nous pensons que notre président, notre candidat, qui est notre président, le président Soumaïla Cissé, est le président des Maliens, le président élu. Tout en réitérant leur détermination dans le combat pour la restitution du vote des Maliens, les partisans de Soumaïla Cissé seront à nouveau dans les rues le samedi prochain pour exiger la libération de leurs camarades politiques arrêtés. Paul Ismaël Boro n'a rien à faire au Caen aujourd'hui. Moussa Kembiri n'a rien à faire au Caen aujourd'hui. Bourama Diarra, un chef de famille, un honnête citoyen, un élu URD de Sangaré-Boubou, n'a rien à faire dans les grilles du commissariat du 4e arrondissement. Nous réclamons leur libération pure et simple. Il dit, nous sommes des légalistes. Mais, je dis bien mais, le samedi, nous envisageons de faire une marche historique à Bamako, à l'intérieur du pays et dans tous les pays du monde où résident nos compatriotes. Après cette marche, s'ils ne libèrent pas nos camarades, nous irons les libérer nous-mêmes. La marche du samedi sera organisée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Au Rwanda, l'État en partenariat construit des villages modèles. Il s'agit des abris pour des citoyens vulnérables habitant les zones dangereuses, plongés dans l'insécurité de tout ordre. Notre équipe de reportage s'est rendue sur le site. Suivez ce reportage de Jacques Lewaleno et Yacouba Traoré, rendu par Mariam Fodé Kamara. Nous sommes dans l'est du Rwanda. Ici, le village modèle Mungazeri. 50 familles sont accueillies depuis plus de 2 ans. Elles accèdent à des soins de santé et scolarisent leurs enfants sur place. Ils ont non seulement un habitat qu'il le faut, comme Rwandais, mais ils sont aussi rapprochés des services, des infrastructures de base, je dirais. Voilà. Longtemps logée dans les collines considérées à risque, Marie habite depuis 2 ans maintenant ce village qui lui donne toute la joie de vivre. C'est ce qu'elle a dit. Alors, racontez-nous un peu votre vie dans les collines, là où vous étiez dans le village. C'était comment? S'il y avait quoi comme difficulté? Qu'est-ce qui ne marchait pas là-bas et qui marche aujourd'hui ici? Parlez, expliquez un peu. musobanurire neza itandukanirizo ry'aho waruri n'ahangaha. Il n'y a aucun problème auquel font face. Chaque district du Rwanda compte au moins un village modèle. Le gouvernement compte élargir ce projet dans tout le pays. C'est coûteux pour le gouvernement, mais nous avons aussi des partenaires, bien sûr, du gouvernement. Les Rwandais qui contribuent comme ils peuvent, quelquefois. Mais c'est un projet aussi, je dirais, qui ne va pas seulement se baser à l'est du pays. Mais nous avons des projets similaires un peu partout dans le pays. Pour la réalisation de cet ambitieux projet, le gouvernement s'appuie sur le génie militaire. Enfin, il s'avance à travers l'ouest désertique irakien, tandis que défilent cimetières de voitures et chars calcinés.
ponts écroulés et bâtiments effondrés. Depuis peu, un train relie de nouveau Bagdad à Fallujah. Reportage. Voitures et chars calcinés, ponts écroulés et bâtiments effondrés. C'est le paysage auquel ont droit les voyageurs de ce train qui file à travers l'ouest désertique irakien, reliant de nouveau la capitale Bagdad à la ville de Fallujah. Le trajet porte encore les traces des durs combats pour chasser le groupe État islamique et des mines plantées par les djihadistes. La ligne entre Fallujah et Bagdad a été partiellement détruite. Elle était endommagée au niveau de 45 endroits par des destructions et des mortiers. Nous avons reçu des instructions pour réparer la ligne. Les gens étaient surpris lorsqu'ils nous ont vus reprendre le travail. Le train va jusqu'à 100 km/h, pas plus, pour ne pas éprouver la solidité des rails, réparés grâce au dévouement des employés de la ligne. Pour les passagers, c'est un lien vital avec la capitale et l'unique alternative aux routes poussiéreuses et embouteillées. C'est tellement plus facile avec le train. À présent, c'est agréable de faire le voyage entre Bagdad et Fallujah. Avant, nous avions du mal à cause des points de contrôle. C'était difficile et nous arrivions en retard à notre destination à cause des embouteillages. Maintenant, c'est différent. Les allers-retours sont plus faciles pour les gens et les employés. Et en plus, le billet n'est pas cher. Le train fait l'aller-retour quotidien entre Fallujah et Bagdad avec à son bord une moyenne de 250 voyageurs. En 2016, l'Irak a déjà investi 137 millions de dollars pour acheter 12 nouveaux trains à la Chine et des travaux sont en cours pour ouvrir la ligne vers Baiji, Tikrit et Samara. De quoi relancer le trafic ferroviaire dans le pays qui s'est doté du chemin de fer il y a plus d'un siècle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Sangaredi grâce à Espace TV. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.